Bonjour Guy Carlier. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir avec moi sur l'antenne de Radio J. Vous ne l'avez pas entendu juste avant, mais Eva Soto, qui est notre journaliste, disait qu'elle était très heureuse que vous soyez en notre compagnie sur Radio J, donc c'est partagé. Moi, je suis très heureux d'être là. Je suis toujours bien accueilli. Je viens assez régulièrement chaque fois que j'ai une nouveauté, un livre, un spectacle, et je suis toujours très bien accueilli. C'est toujours un plaisir. Eh bien écoutez, on va essayer de garder le cap. En plus là, Hey Jude, d'entrée comme ça, vous savez me séduire. C'est une chanson que vous aimez particulièrement. Oui, j'en parle dans le spectacle. J'explique que c'est pas une chanson, c'est un acte d'amour. Si vous écoutez comment elle est construite, je peux vous expliquer ça. On va en parler longuement dans l'émission, D'accord. et je veux avoir votre ressenti. C'est-à-dire qu'elle est construite comme des caresses, comme les premiers couplets, la voix de Paul McCartney juste au piano, comme ça, assez épuré, ce sont des préliminaires, et puis peu à peu, vous avez des instruments qui rentrent à chaque mesure, comme autant de nouvelles caresses, et puis vous avez à la fin la voix de John qui vient pousser ce cri comme un orgasme avec Paul, et puis après les la qui vous font redescendre très lentement. C'est incroyable de vous entendre parler comme ça, Guy Carlier. Aujourd'hui, j'ai l'impression que j'entends beaucoup de romantisme dans ce que vous dites, alors que longtemps, vous avez eu une image totalement différente de celle que vous avez aujourd'hui. Non, honnêtement, je pense que j'ai pas changé. Vraiment, si vous voulez... J'étais là pour jouer un rôle, notamment à la télé. À la télé, vous jouez le rôle du méchant, du sniper, comme vous dites. C'est un mot terrible d'ailleurs. Enfin bon. Et puis j'appuyais là où ça faisait mal. Mais je chambrais en fait. J'emploie souvent cette expression. Je faisais comme on faisait quand on revenait d'un match de foot et qu'on était à l'arrière du car et qu'on chambrait nos copains. Ça voulait pas dire qu'on les aimait pas. Ça voulait dire qu'on avait repéré leurs travers, qu'on s'en amusait, qu'on s'amusait de leurs petites mesquineries, des masques qu'ils mettaient parfois pour essayer de donner le change. Et avec le temps, je me moque moins des masques que mettent les gens et je les trouve plutôt pathétiques et touchants. Et c'est ce que vous appelez l'émotion, mais c'est la même chose. Et ça me touche toujours autant. Simplement, à une époque, quand il y a eu la télé, parce qu'il y a le vu à la télé qui vous rend fou, et là, vous devenez une espèce de justicier, vous vous prenez pour une espèce de justicier, et vous dénoncez comme ça les tartuffes, parce que vous les connaissez, les gens, et vous savez que quand ils sont pseudo-humanistes, etc., c'est pas vrai, ce sont des salopards, vous voyez. Et donc là, ça me rendait fou, et donc j'étais particulièrement dur et cruel avec ces gens-là. Et tout à coup, on ne savait plus où était la limite entre des règlements de compte et puis de la création. Enfin, vous savez, un jour, j'ai fait l'émission de Laurent Ruquier à l'époque où il y avait... comment s'appelle-t-il, celui qui est natural et qui aime les animaux, là, j'ai un trou, son chroniqueur qui était... Beaugrain-Dubourg. Non, bon, ça reviendra. Il y a toujours deux chroniqueurs, vous voyez, et j'avais écrit un bouquin. Il avait, et j'ai dit, mais mon gars, je connais ton métier, je l'ai fait pendant des années chez Fogiel, mais il faut y mettre de l'humour, sinon ça n'offre aucun intérêt de descendre quelqu'un en flamme comme ça, juste par c'est Émeric Caron que vous cherchez. Émeric Caron, voilà. Et si vous voulez, il faut qu'il y ait au moins une créativité. Vous dénoncez un manque de créativité chez un artiste qui est là, en disant j'ai pas du tout aimé votre disque ou votre truc. Voilà. Alors sinon, vous êtes là, vous faites sa promo comme fait Drucker, qui a jamais vu un mauvais film, jamais entendu un mauvais disque en 50 ans de carrière. Bon, mais c'est un choix. Il est bienveillant. Vous savez que voilà. Mais sinon,
il faut au moins essayer d'y mettre de la créativité, ce que faisait par exemple très bien Yann Moix, je trouve, ce que font certains chroniqueurs que choisit Laurent Ruquier pour ça. Qui c'est qui vous a donné concrètement votre chance, Guy Carlier? C'est Laurent Ruquier. C'est Laurent, on est d'accord. Vous avez démarré avec lui sur France Inter. Oui, c'est ça. À l'époque, vous aviez ce petit échange avec Delarue où vous laissiez, je crois, à l'époque d'Europe 1, des messages en vous faisant passer pour Monsieur Zermati. C'est ça. Ça s'est passé en 2 étapes. J'étais directeur financier et... Jusqu'en 1989. Oui, voilà, c'est ça. Et là, j'avais envie d'écrire des chansons. Et j'écrivais, je voyageais beaucoup pour le boulot et j'écrivais dans les avions. Et un jour, la société a déposé le bilan. À l'époque, il y avait le chômage économique. Pendant 1 an, vous étiez payé plein pot. Et donc, j'ai acheté le guide du show business. J'ai envoyé mes textes. Et bon, j'ai pas galéré. J'ai eu de la chance. Et ça, c'est la première chanson que j'ai écrite a été un tube. C'était Il n'y a pas que les grands qui rêvent. Il n'y a pas que les grands qui rêvent. Donc c'était une gamine qui s'appelait Mélodie, qui s'appelait Nathalie, mais qui était sous le nom de Mélodie. Qui avait 13 ans, je crois, à l'époque. Qui avait 13 ans. Et ça a cartonné. Et du coup, un éditeur m'a fait signer un contrat. J'ai écrit après Je suis passé de l'autre côté du miroir. C'est-à-dire que les gens par exemple, j'ai écrit pour Beko, Gilbert Bécaud, que ma mère, j'entendais ma mère chanter Beko quand j'étais petit, et tout à coup, ce type-là chantait mes mots. Des gens que j'aimais pas forcément, j'ai fait un album pour Demis Roussos, c'était pas vraiment ma tasse de thé musicale, mais voilà, j'étais en studio la nuit, vous voyez, quand vous quittez un studio au petit matin avec Beko dans sa Mercedes, que les gens se lèvent pour aller bosser et que vous êtes sur le périphérique et que vous allez vous coucher après avoir passé la nuit à travailler dans un studio avec un chanteur célèbre. Ça m'est arrivé aussi avec Johnny. C'était merveilleux, quoi. Déjà, je considérais que j'avais beaucoup, beaucoup de chance. Vous aviez beaucoup de chance. C'était en 2005, la chanson Ce qui ne tue pas nous rend plus fort. On est en train de l'entendre sur l'antenne de Radio J. C'était sur l'album Ma Vérité. Moi, j'ai besoin de connaître votre vérité, Guy Carlier. Est-ce que tout ça, finalement, auteur de chansons, c'était pas une forme de petite vengeance due à une frustration? Parce que quand vous étiez petit, vous étiez très doué pour la musique. Vous étiez bassiste, notamment dans le groupe qui s'appelait Sense of Love. Oui, c'était un groupe même de collège, de surprise party, comme on disait, de boom. C'était non, j'étais pas du tout un grand musicien. Je jouais un peu de clavier et de basse, mais c'était l'époque des groupes anglais et tout le monde, dans tous les collèges, dans tous les lycées, il y avait des groupes. Donc, j'étais pas parmi les meilleurs. Mais j'aimais bien écrire des chansons, donc j'écrivais des textes. Et ça, c'est ma frustration. J'ai le souvenir, j'étais sur mon lit de ma chambre d'enfant devant l'armoire à glace et j'imitais Mick Jagger. Ça aurait été mon rêve de monter sur scène pour être frontman d'un groupe de rock. Oui, une rockstar. C'était votre envie d'être une rockstar, justement. Guy Carlier, on va revenir un petit peu sur le tout début. J'aime bien parler de la progression. Vous avez 72 ans aujourd'hui, Guy Carlier. Vous avez 3 enfants, Stéphane Carlier, écrivain, Raphaël alias Carlito, du duo de vidéastes McFly et Carlito, et du jeune Antoine que vous avez eu avec Joséphine, la fille de Frédéric Dard et créateur de San Antonio qui légitime le prénom de votre dernier fils. Mais le début, vous êtes né à Argenteuil, dans le Val d'Oise, d'une mère maraîchère d'origine espagnole d'Andalousie, qui a rencontré votre papa sur... C'est ça ? Oui, mais elle n'était pas maraîchère. Je pense qu'elle a dû faire les marchés pendant la guerre. Elle a rencontré votre papa comme ça. C'est surtout comme ça. C'est vrai, c'est une très belle rencontre. Il avait un brassard de FFI à la Libération. Et ce type chantait. Je trouvais que l'histoire était belle. Donc, c'était une jeune femme et elle aidait une dame pour... ils n'avaient pas beaucoup à manger. C'était la guerre, quoi. Donc, elle faisait les marchés pour améliorer l'ordinaire de
de ma grand-mère. Et il y avait ce type, ce résistant avec son brassard FFI qui chantait comme ça. Et ça a été le coup de foudre. Et je trouvais que l'histoire était belle, sauf que je ne l'ai jamais connue. Je ne l'ai jamais connu et si vous voulez, la vérité, elle est assez shakespearienne, c'est-à-dire que quand j'étais à la télé, j'ai reçu une lettre un jour d'une jeune femme de Corse, enfin d'une femme de Corse qui me dit « Je vous regarde à la télé avec maman ». Et je dis, ce garçon a les yeux de papa. Elle me dit, c'est normal, ce garçon, c'est ton frère. Et donc, en fait, ma mère allait au commissariat pour déposer des mains courantes parce que mon pseudo-père, Lucien Carlier, quittait le domicile familial. C'était un type vous voyez, il la trompait, il partait des jours comme ça. Et elle est tombée amoureuse de l'officier de police qui s'appelait Jérôme Albertini, qui était corse. Et évidemment, à cet âge-là, il ne pouvait pas revenir en Corse avec une femme mariée. C'était exclu et ils ont décidé, mais ils s'aimaient tellement qu'ils ont décidé d'avoir un enfant. Elle a écrit à sa fiancée en lui disant voilà ce qui va se passer, on va faire un enfant, mais je vous embêterai jamais. Simplement, chaque année, j'enverrai une lettre à cet homme pour lui dire ce que devient son fils, enfin, ou sa fille, son enfant. Donc votre maman savait, c'était quelque Oui, vous vous rendez compte. Ouais. Et donc, j'apprends ça par une lettre à la télé. Je rencontre ma demi-sœur, ma sœur, et Annonciade, elle s'appelle. C'est un beau nom, corse. C'est très joli. Et donc, je me découvre à moitié corse. Et là, j'appelle ma mère. Je me souviens, j'étais à La Baule, au Nouvel An. Et je souhaite une bonne année à ma mère. Je lui téléphone et je lui dis, est-ce que tu connais Jérôme Albertini ? Elle me dit, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Je sens que là, elle sort les avirons, quoi. Et je dis, c'est mon père. Elle panique complètement. Elle dit, mais non, tout le monde sait que je suis ta mère. Tu sais bien, tout le monde dit que tu me ressembles. Je dis, non, c'est pas ça le problème. On est deux pour faire un enfant. Elle a implicitement, évidemment, reconnu la chose. Je ne l'ai jamais embêtée avec ça. Mireille Dumas, qui était l'amie de Marc-Olivier Fogel, et donc une amie aussi, m'a proposé de me suivre en Suisse, parce qu'en France, les tests ADN étaient interdits. Donc, elle me dit, on prend une équipe, un cadreur, et on va en Belgique, et avec ta sœur, et vous ouvrez l'enveloppe, et vous regardez. Enfin, et j'ai pas eu besoin de le faire. C'est plus simple, il y a quelque chose qui s'appelle MyHeritage. Voilà. Donc je l'ai fait, évidemment. Voilà. J'ai fait MyGNH, pas un truc comme ça. Ça a confirmé ? Bah oui, évidemment, 50% de sang espagnol et 50% de sang corse, quoi. Incroyable. Ouais. C'est une jolie histoire, Guy Carlier, ou je devrais dire Guy Albertini. Oui. Ouais. On est d'accord. On va poursuivre cette émission, bien évidemment, en parlant de votre pièce de théâtre, enfin de votre seule en scène, qui est incroyable. Je voulais parler de votre carrière, mais on parle tellement avec beaucoup d'émotion que venons en direct à ce qui se passe sur la scène. Guy Carlier, dans votre spectacle donc éponyme, qui porte donc votre nom, on sent un homme pur qui a sans doute compris finalement quelque part le désabus, mais qui en est revenu. Un personnage touchant, introspectif et toujours un peu incisif. Oui, parce que... Mais voilà, je suis construit comme ça, je ne peux pas m'empêcher de chambrer, comme je vous ai dit. Je pense que maintenant, les gens ont compris que c'était débarrassé de méchanceté, de cruauté gratuite. Et évidemment, dans le spectacle... c'est ponctué de ces choses-là, de ces références-là. Mais oui, parce que... Et à un moment, d'ailleurs, je dis, moquons-nous de certaines personnes parce qu'on les aime, et surtout parce qu'on les aime. C'est presque une marque de respect, de pas considérer qu'il y a des vaches sacrées. Je me souviens du producteur de Jane Birkin dans une chronique où je m'étais un peu moqué des manières de Jane Birkin, de cette espèce de... Elle vous regarde
comme à chaque fois, comme si vous étiez Dieu, vous voyez, comme si vous étiez l'apparition de la Vierge. Elle a ce truc comme ça, elle penche la tête, et c'est un peu fatigant. Et donc j'imaginais qu'elle arrivait, vous voyez, pour acheter un steak à la boucherie, et qu'elle demandait comme ça un steak avec cette voix, comme si le boucher était Dieu, et que c'est merveilleux ce que tu fais avec ton couteau. Et, vous voyez, bon, ouais. Et son producteur, qui s'appelle Glusman, m'avait téléphoné pour m'engueuler. Il n'avait pas compris que, évidemment, Jane Birkin, c'est top. On dit que c'est pas forcément le vrai accent qu'elle a dans la vie, que c'est un peu. Oui, bien sûr qu'elle se sert de, mais peu importe. Elle n'est pas mauvaise pour ça, et elle n'est pas mauvaise parce que elle surjoue comme ça le truc, alors que c'est presque elle une marque. Elle considère qu'elle respecte les gens en ayant l'air de s'intéresser à eux, au lieu de marquer son désintérêt, comme le font certains qui ont la vulgarité de bâiller quand vous leur parlez, ou de vous pas cacher qu'ils s'en foutent, quoi. Alors, dans votre spectacle, Guy Carlier, vous venez de l'évoquer, Dieu, vous parlez avec lui, mais aussi avec l'apôtre Saint-Pierre. Est-ce que vous croyez en Dieu, Guy Carlier ? Parce que vous démarrez quand même avec ça. On dirait... Vous savez, quand je rêvais quand j'étais directeur financier, et que je rêvais de passer de l'autre côté du miroir, je m'inventais des interviews avec Jacques Chancel, à l'époque, qui faisait Radioscopie, qui terminait tout le temps par « Et Dieu dans tout ça ». Ouais. Bon. Et donc, je marchais le long de la rue, et puis comme si j'étais une rockstar, et j'avais toujours des réponses que là, je n'ai pas, malheureusement, et plus le temps passe. Quand ma maman est décédée, elle était très croyante, et elle avait une petite sœur qui était une sœur plus jeune, qui était décédée avant elle, et elle m'a dit ça va, elle se savait condamnée. Elle me dit, mais je vais retrouver ma petite sœur et tout ça. Et je me disais, mais quelle chance d'avoir la foi. Mais quelle chance d'avoir la foi. Vous voyez, et je pense qu'il y a quelque chose qui dépasse notre intelligence, de la même façon que quand vous voyez des vaches dans un pré et qu'on ne comprenne pas qu'elles vont... vous voyez, j'en parle un peu dans le spectacle, mais il y a une limite intellectuelle qui est liée à la construction de leur cerveau. Bon, nous, c'est pareil. Il y a quelque chose qui nous empêche de comprendre l'essence... mais ça peut pas être un pur hasard. Enfin, Monod a eu le prix Nobel en écrivant Le hasard et la nécessité. Moi, je pense qu'il y a une nécessité, il y a quelque chose qui nous dépasse et qu'on ne peut pas comprendre. Et honnêtement, je baisse la tête devant cette chose-là parfois le soir, quand je sens que je suis pas maître de tout. Je suis pas le maître de tout. Guy Carlier, vous dites dans votre spectacle, au moment de ma création, Dieu était en pleine scène de ménage. Cette altercation fut la cause d'une terrible erreur de dosage. Une histoire de crêpes et de tupperware. À l'origine, ce spectacle devait s'intituler Dieu, Mozart et le tupperware de Jocelyne, puisque vous assimilez l'homme à une crêpe, enfin une pâte à crêpes, à qui Dieu a introduit différents ingrédients. Racontez-nous comment il vous a fabriqué, Guy Carlier. Oui, j'explique que Dieu fabrique les humains dans son sous-sol. Il habite un pavillon à la Garenne-Colombe, et donc il regarde les émissions de Sophie Davant, les émissions à même heure de début d'après-midi de la télé. Et puis à 15h, 15h30, il dit allez, il se met au boulot. Là, il y a Saint-Pierre qui le rejoint, qui sonne à l'interphone, qui joue un rôle. Je ne vais pas raconter le spectacle. Là, je vais en substance. On va regarder un petit peu. Et Saint-Pierre sonne, parce qu'il vient tous les jours l'aider dans la conception. Il amène le Thermomix nécessaire à la fabrication de la pâte humaine. Donc, il obtient des petites boules de chair humaine sur lesquelles il passe un coup de rouleau à pâtisserie, et il tend donc une crêpe à Dieu, qui choisit dans des Tupperware qu'il a mis sur des étagères les ingrédients dont il va garnir chacune des crêpes, en fait chacun d'entre nous. Bon, et un jour, Jocelyne Dieu, j'explique pourquoi Jocelyne et pourquoi lui s'appelle Jean-Claude, etc. Et arrive en colère alors que il avait décidé de me réussir. Il était de bonne humeur ce jour-là. Il avait dit, lui, Guy Carlier, je vais le réussir. Il avait écarté le Tupperware surplus pondéral en se disant, je ne vais pas le gâcher avec ça. Et
Jocelyne, Dieu arrive en colère en disant « J'en ai marre que tu me piques mes Tupperware. Tiens, celui-là, tu l'as mis de côté. » Elle le prend et elle le vide dans la pâte qu'il était en train de faire, le Tupperware de surplus pondéral. Vous voyez. Donc, dans ma pâte, elle vide l'intégralité du Tupperware surplus pondéral. Ce qui fait que, voilà, il a créé un corps capable d'avoir deux hommes dans un corps, et c'est ce qui s'est passé. Mais comme il est bien, comme c'est Dieu hein, quand même, quand il merde comme ça, il compense. Donc il a dit je compenserai en te faisant réaliser des rêves d'enfant. Donc voilà, il m'a fait faire le con à la radio, à la télé, écrire des bouquins, venir sur scène, sur le tard. Donc je parle avec les gens de ça, de ce moment-là, de cette rencontre. Il m'a fait venir là aujourd'hui dans ce studio. Et c'est un bonheur de vous avoir. Et voilà, et vous voyez, ce que je faisais quand je m'imaginais être interviewé, quand je rêvais de ça, ben voilà, tu le feras. C'est une compensation de Dieu. Exactement, une compensation de Dieu. Et vous dites plusieurs choses dans votre spectacle. Je pense que ça, là, pour vous séduire, c'est pas mal. Vous dire que jamais un mec vous a dit vous êtes une compensation de Dieu. C'est vrai, c'est joli. Hein? Oui, c'est joli. C'est très joli. Vous en souviendrez. Hein? Promis, je m'en souviendrai. Je vais le garder même. Guy Carlier, vous dites plusieurs choses aussi dans ce spectacle. Et dans ce spectacle, il faut le dire aussi, vous démarrez avec une scène un petit peu en noir et blanc. Le public est plongé dans le noir et vous dites « Il n'y a pas si longtemps, je me moquais des vieux et maintenant j'ai l'âge des croisières. Salut les copains, de reprendre Capri, c'est fini. Je suis devenue une mamie aux cheveux bleus. » Oui, c'est vrai. Il n'y a pas si longtemps, dans les chroniques, je me moquais de la chanson de Pascal Sevran et du public de la chanson. Vous savez, c'est Mamie Permanentée, les cheveux bleus, style le Régé-Color, Mamie va à la messe, quoi, vous voyez. Bon. Et je me rends compte que ça y est, j'ai leur âge. Je dis dans le spectacle, j'ai l'âge d'aller dans les croisières comme ça. Salut les copains, pour reprendre Capri, c'est fini avec un Hervé Villard en ruine. Je suis devenue une mamie aux cheveux bleus. On va continuer à en parler. Mais on s'en moque. On s'en moque, mais on va continuer à en parler parce qu'au travers de tout ça aussi, beaucoup d'envie de vivre, notamment avec cette chanson Résiste que vous passez dans votre spectacle. Dans un instant, nos chroniqueurs nous rejoignent pour découvrir vos goûts culturels.